Tous les mardis au coup de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Mortifié depuis frontenac assiégé, bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit, incendié. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Madame, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 5 juin 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire et multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 9e édition de Vivement français. Merci de nous écouter. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore, et à la table des consoles, nous avons Ronidi qui se prête au jeu. Merci Ronidi. La pensée du jour, Madame, Messieurs, il vaut mieux ne pas faire comme tout le monde, car tout le monde n'a pas la vérité. Il vaut mieux ne pas faire comme tout le monde, car tout le monde n'a pas la vérité. C'est une pensée extraite de À l'assaut du bonheur, tome 2. C'est un recueil de pensées positives. Le mot du jour, c'est unanimité. C'est sûr que vous entendez parler souvent de ce mot. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela signifie conformité d'opinion ou d'intention entre tous les membres d'un groupe ou d'une assemblée délibérante, bien sûr. Expression de la totalité des opinions dans le même sens. On dit décision prise à l'unanimité. Et l'adjectif dérivé de unanimité, c'est unanime, avec l'accord ou l'appui de tout le monde. Quand tout le monde est d'accord, bien entendu. On dit une réprobation unanime ou une décision unanime. Nous allons prendre notre première pause. On vous revient pour la suite de l'émission. Le moral à zéro, le froid qui veut ta peau, mais tu lui dis non. Car tu sais que pour toi, le soleil se lèvera au bout de l'horizon. Perdu à ne plus savoir où aller, quelqu'un te répond. Et quand tu crois que tu n'as plus de raison d'espérer, quelqu'un te répond. On finit par trouver une raison d'exister, par trouver la maison où l'on voudrait rester. Sa place dans le monde, car on s'accostait. Même si la route est longue, on va pas s'arrêter. Quand tu perds le contrôle, le poids sur tes épaules, force à l'abandon. Mais quelque chose en toi, un mystère, une voix, résiste à sa façon. Quand tout au fond de toi tu sens tes repères s'écrouler, quelqu'un te répond. Quand du creux de tes bras tu vois ton amour s'envoler, quelqu'un te répond. On finit par trouver une raison d'exister, par trouver la maison où l'on voudrait rester. Sa place dans le monde, car on s'accostait. Même si la route est longue, on va pas s'arrêter. Alors de retour, chers amis auditeurs, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est l'émission Vivement français qui est chez vous. Et nous avons comme invité aujourd'hui Henri-Robert Durandis et l'on va parler d'un sujet qui le concerne tout particulièrement. Je dois vous dire qui est Henri-Robert Durandis. C'est quelqu'un que vous écoutez souvent à la radio, mais il est commissaire scolaire de la Pointe de l'Île, directeur fondateur de CHES et Centre haïtien d'animation et d'intervention sociale, membre du comité de l'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, animateur de l'émission Présence et co-animateur de l'émission AEHQ que vous avez l'habitude d'entendre à la radio tous les samedis entre 18h30 et 19h. Et aujourd'hui, on va parler de persévérance scolaire avec notre ami Henri-Robert Durandis. Bonjour Henri.
Bonjour Adner et bonjour à toutes les personnes qui écoutent présentement notre radio, comme Ronidi a l'habitude de dire. Oui, c'est notre radio, le 102.3 FM. Alors, je pense qu'on va passer un moment assez agréable en parlant de la persévérance scolaire. Parce que l'éducation, pour nous, c'est une passion. L'éducation, c'est vraiment une priorité. Et oui, on doit en parler. Alors, Henri, pour commencer notre entretien aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire la mission de l'école aujourd'hui? Parce que c'est quand même d'actualité. Ça fait longtemps que l'école existe déjà, depuis des millénaires, si on peut dire, même si cela n'a pas été formel comme aujourd'hui. Mais quelle est la mission de l'école? La mission de l'école québécoise, c'est instruire, socialiser, qualifier. Et voilà, quand on parle de qualifier, par exemple, oui, on doit vraiment faire tout un cheminement pour arriver à avoir une qualification qui nous permet d'arriver sur le marché du travail et de gagner notre vie. Socialiser, c'est sûr et certain que l'école, c'est une communauté de vie. Une communauté là où on apprend vraiment à tolérer les autres, à vivre avec les autres. Et c'est là où, c'est pour ça qu'on parle de socialiser et instruire. Instruire, je dois, est-ce que je peux dire tu ou bien le tu, ça me convient parfaitement, Henri. Alors, je dois te dire, Wadner, instruire, l'instruction, c'est vraiment jusqu'à date la loi qui porte sur l'éducation, ça s'appelle encore la loi sur l'instruction publique. C'est-à-dire l'instruction, oui, c'est un concept qui date de longtemps. Avant, on ne parlait même pas d'éducation quand on parlait de l'école, on parlait de l'instruction. Et voilà, jusqu'à date, oui, instruire devient pour l'école québécoise vraiment l'élément principal. L'élément principal, le pourquoi, c'est que sans apprentissage, sans vraiment l'enseignement qui permet l'apprentissage, qui nous permet d'emmagasiner assez de connaissances pour pouvoir jouer notre rôle de citoyen dans cette société-là, je pense qu'on peut passer à côté. Et l'instruction vient jouer ce rôle-là, ce rôle fondamental de l'école. Alors Henri, on sait dans la plupart des pays du monde, on parle de ministère de l'éducation et non ministère de l'instruction. Et pourtant, la vraie mission de l'école de l'instruction, est-ce que l'école se départit de l'éducation? Non, pas du tout, parce que en fait, l'instruction fait partie de l'éducation. Ok, et c'est pour ça aussi que malgré que la loi porte encore la loi sur l'instruction publique au Québec, mais on a un ministère qui est le ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, si on regarde l'évolution des débats, l'évolution des choix, des priorités aussi qu'on fait au Québec, aujourd'hui on parle de la réussite éducative. Malgré que oui, la réussite scolaire, on ne peut pas la négliger, mais on parle de réussite éducative parce que l'école ne peut plus agir seule. L'école doit agir avec les acteurs du milieu. Et qui dit acteurs du milieu, ça comprend aussi la famille, ça comprend la communauté qui vraiment contribue à l'éducation, à la formation des citoyens à part entière, des citoyens québécois qui sont appelés vraiment à construire cette société-là sur un long terme, non pas vraiment des gens qui vont à l'école juste pour avoir un diplôme et pour aller sur le marché, gagner leur vie. Alors, on veut former des citoyens à part entière, non pas des jobbers. Voilà. Alors, Henri, j'ai parlé de ça à mes émissions précédentes et je vais le remettre sur le tapis. J'ai écouté une entrevue en France, bien entendu. Il y a une personnalité, je pense,
pense que c'est quelqu'un qui sait bien ce que c'est l'école, et il dit que l'école reste encore dans les cavernes, c'est-à-dire l'école forme des gens en rangs groupés, comme s'ils allaient encore dans les mines, comme s'ils allaient encore dans des manufactures, parce qu'on prépare les gens davantage pour le marché du travail et non pour la création et non pour l'invention. Et c'est pour cela qu'il y a de plus en plus d'employés et très peu d'entrepreneurs ou bien très peu de créateurs dans le monde. Et il pense que l'école reste figée dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on devrait apprendre les compétences et non les connaissances. Donc, pourquoi apprendre la chimie si on n'en a pas besoin? Donc, on pense que quelqu'un qui veut exceller dans la chimie ou bien travailler dans le domaine pouvait étudier la chimie, mais pas imposer cette matière à tous les élèves, alors qu'il y en a qui vont en art, il y en a qui vont en éducation et dans d'autres domaines. Et qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que pour toi, l'école reste figée dans le temps? L'école n'évolue pas, comme commissaire scolaire en particulier? D'après moi, oui, l'école évolue, mais l'école aussi a ses défis. Okay? Alors, on ne peut pas avoir une école parfaite, on ne peut pas avoir une école sans problème, on ne peut pas avoir une école là où tout le monde a la capacité de réussir, etc. Mais par contre, tu as parlé de deux concepts, connaissance et compétence. Pour moi, ces deux concepts-là se complètent. On ne peut pas développer des compétences sans avoir des connaissances. Mais pourtant, on peut avoir des connaissances sans avoir des compétences. Voilà. Alors, dans ce sens-là, l'école a encore son rôle à jouer pour amener les gens à développer des compétences tout en utilisant un ensemble de connaissances qui vont être utiles à ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment jouer, agir, se prendre en main et contribuer vraiment au développement de leur société, de leur collectivité. Et quand on parle de défis, l'école, c'est une institution. Une institution comme la famille, comme toute autre institution. Alors, c'est sûr et certain qu'on a toujours un défi. Un défi, à travers le temps, c'est de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, en 1998, au Québec, oui, l'État québécois a décidé de faire une réforme. Cette réforme-là nous a amenés vers d'autres pratiques. Il y a toujours des gens qui résistent, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais non, on a gaspillé de l'argent, pourquoi qu'on a fait tout ça, etc. » tout ça. Mais par contre, sans avoir ces moments-là de réflexion profonde sur l'école québécoise, on ne pourra pas vraiment avancer. Parce que ces moments-là nous permettent de faire des pauses, et aussi de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer l'école. Et il faut toujours se le dire, on améliore l'école, non pas pour l'école. Parce que l'école, c'est une institution, c'est une boîte, c'est vraiment un ensemble d'acteurs, etc. Mais l'école est là au service de la population. Alors, dans ce sens-là, si on enlève l'école, c'est sûr et certain qu'on va créer un vide total au sein de cette société-là. Alors moi, je pense que oui, l'école a ses défis, mais l'école fait des efforts pour pouvoir accompagner la société dans son évolution. On ne peut pas enlever l'école parce que sinon ce serait une république de bananes. Hein? Donc on dit que l'école remplit sa mission, remplit sa fonction, mais on pense que l'école ne remplit pas totalement la mission qui est d'élever l'âme ou bien qui est de forger l'individu ou bien de façonner l'individu pour répondre aux exigences de la société. Donc on peut voir que l'instruction qui est savoir lire et écrire ne signifie pas être fonctionnel, ne signifie pas être compétent, parce qu'on voit bien qu'il y a des élèves, même après le cégep ou après l'université, n'est pas capable de s'exprimer. L'élève n'est pas capable de participer à un débat ou même se vendre en tant que tel, parce que nous sommes tous un produit en devenir. Donc il faut être capable de se vendre dans une entrevue. Je ne sais pas si on présente un projet, si on a une entreprise, savoir présenter son plan d'affaires, tout ça demande une compétence.
compétences. Mais est-ce que l'école nous prépare à ce niveau-là? On voit qu'on se fait prendre dans des pièges de cartes de crédit et bien des choses. Et l'élève, après le cégep, ne peut même comprendre les tenants et aboutissants d'un contrat ou d'un bail, etc. Est-ce que l'école ne devrait pas former des individus pour répondre aux exigences de la société, ou plutôt que des gens avec des connaissances mathématiques, physique, chimie, français, sciences naturelles, etc., etc.? Bon, d'après moi, l'école est là pour vraiment former des citoyens à part entière. Des citoyens à part entière, c'est-à-dire des gens qui existent pour eux, mais aussi qui s'inscrivent dans toute la démarche, dans toute l'évolution de la société en général. On ne peut pas, en étant citoyen responsable, on n'agit jamais seul, on agit tout en tenant compte de l'autre à côté. Alors, dans ce sens-là, l'école doit garder le cap pour vraiment former des citoyens. Alors, si l'école, par exemple, québécoise, n'arrive pas à faire ça, là, c'est sûr et certain, je serai le premier à dire, mon Dieu, pourquoi cette école? Mais, par contre, il y a aussi des éléments à tenir compte quand on parle de l'école. D'après moi, oui, l'école est là pour transmettre des connaissances, pour former des gens. Mais aussi, il faut tenir compte de l'autre, qui est l'apprenant. L'apprenant arrive avec toutes ses habiletés, toutes ses compétences, toutes ses facultés, et aussi son rythme d'apprentissage. Alors, dans ce sens-là, on ne peut pas toujours accuser l'école quand il y a des échecs. Parce que on est unique, comme on dit toujours, on n'est pas tous pareils. Alors, dans ce sens-là, l'école doit s'adapter aux gens, à la population, au rythme des gens, pour pouvoir vraiment, pour ne pas créer une école trop discriminatoire. Je suis d'accord avec toi, Henri. S'il y a réforme, c'est que l'école veut s'ajuster en fonction Absolument. du temps et à la réalité du temps. Mais il faut dire que l'école, quand même, a beaucoup à faire. Absolument. Henri, comme commissaire scolaire, c'est pas un thème qu'on trouve partout ailleurs. C'est-à-dire, si je vais en France, peut-être qu'il y a un autre thème associé qui pourrait remplir la même fonction de commission scolaire ou peut-être pas. En Haïti, on parle en général de direction départementale parce qu'il n'y a pas de commission scolaire. Il y a le ministère qui coiffe les directions départementales ou bien l'inspection scolaire avec des inspecteurs. Est-ce que tu pourrais nous dire, Henri, quelle est la fonction de la commission scolaire qui est tant contestée, on le sait? Contesté depuis belle lurette. Depuis belle lurette, on conteste vraiment l'existence des commissions scolaires. Mais par contre aussi, la plupart du temps, les gens qui contestent l'existence des commissions scolaires, je pense pas qu'ils arrivent vraiment à comprendre tout le travail effectué par les commissions scolaires pour garder vraiment, pour améliorer la qualité de l'éducation au Québec. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait faire à un autre moment. Mais par contre, moi, je crois que, bon, par exemple, je ne crois pas, mais c'est ça que la loi dit. La loi, en fait, d'après la loi, les commissions scolaires sont là pour veiller au bon fonctionnement de l'école. Les commissions scolaires sont là pour vraiment s'adapter aux besoins du milieu, répondre aux besoins du milieu, et c'est une instance du gouvernement du Québec, une commission scolaire, ça a été créé par le gouvernement du Québec, et comme les municipalités par exemple, et ce sont des institutions de proximité. Quand on parle de proximité, ça veut dire que ce sont des institutions qui sont présentes dans les milieux, près des gens, pour pouvoir répondre aux besoins des gens desservis par les établissements scolaires dans les quartiers, par exemple, de Montréal, par exemple. Et pourtant, Henri, plusieurs s'accordent pour dire que les commissions scolaires sont plus budgétivores qu'efficaces. Pas du tout. Pas du tout, parce que ces gens qui parlent, vraiment, qui tiennent ce genre de discours-là, je crois qu'ils sont tout à fait très loin de la population
et des commissions scolaires et des écoles. Parce que, oui, c'est beau de dire telle école ne fonctionne pas parce que je n'aime pas le directeur, je n'aime pas le professeur, etc. C'est facile de culpabiliser l'école. Mais malheureusement, on est pris avec cette institution-là. Dans le contrat social québécois, on ne peut pas enlever la présence de l'école. Et les commissions scolaires qui ont été mises sur pied, ok, oui, de plus en plus s'améliorent. Avant, il y avait une centaine et plus de commissions scolaires. Maintenant, on a 62. Alors, il faut que les gens arrivent à comprendre que, oui, même les commissions scolaires aussi s'autocritiquent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. OK? Et quand il y a, par exemple, une augmentation d'élèves dans un quartier, qui s'en occupe pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une autre école? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agrandir des classes ou bien une école, par exemple, dans un quartier? C'est la commission scolaire qui le fait. OK? Qui défend les intérêts de la population scolaire? C'est la commission scolaire qui le fait auprès du ministère de l'Éducation. Okay? Alors, Henri... Alors, dans ce sens-là, oui, les commissions scolaires, là, on ne parle pas de commissaire, mais on parle de commission scolaire comme institution. Oui, c'est une institution de proximité qui a sa raison d'être, mais aussi qui a ses défis. Le pourquoi? La population change. Par exemple, là, on assiste à une vague de migrants qui arrivent au Québec. Alors justement, j'allais venir à cette question, Henri. Est-ce que les commissions scolaires répondent à ce défi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de multiculturalisme où les classes sont tout à fait multiethniques. Est-ce que l'élève répond à cette exigence, qui arrive à combler ou bien arrive à faire apprendre? Parce que c'est ça l'idée de l'école, c'est faire apprendre. À faire apprendre à cette classe diversifiée ou bien multiple. Absolument. Absolument, mais avec, il faut bien se le dire, il y a des défis, je vais le redire, il y a des défis. Quand, par exemple, si on parle de la question pluriculturaliste au sein de l'école, on sait très bien que depuis le rapport Chancy, par exemple, l'école québécoise fait beaucoup d'efforts sur la question de l'éducation interculturelle pour vraiment répondre aux besoins des gens qui arrivent d'ailleurs. OK? Alors, dans ce sens-là, oui, l'école québécoise s'est rêvée depuis belle lurette pour dire, il faut tenir compte vraiment de cette particularité-là qui nous arrive et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et jusqu'à date, il y a des universités, des spécialistes qui réfléchissent sur la question pour vraiment améliorer la façon d'accueillir les migrants, les nouveaux arrivants, par exemple, au sein de l'école. Et on pourrait même parler de la population d'origine immigrante au sein de l'école québécoise, parce que ces gens-là arrivent avec leur façon de faire, leur perception de l'école, etc., etc. Il ne suffit pas de les accueillir, il faut les faire apprendre pour les faciliter l'égalité de la chance, parce qu'on sait, si on est dans l'inégalité de la chance, donc on serait dans une société, je dirais, inégalitaire, et ça va créer évidemment des frustrations. Sûr et certain. J'aime bien ce que tu amènes, Wadner. L'égalité des chances en tant que telle, oui, l'école doit tout faire pour favoriser l'égalité des chances. Mais par contre, l'école aussi manque beaucoup de ressources aussi pour faciliter cette égalité-là, pour que cette égalité-là soit réelle totalement. Et qui doit donner ses ressources à l'école? Alors, qui doit donner ses ressources à l'école? C'est en général la société, c'est le gouvernement, c'est même la population, parce que la population aussi peut participer, peut contribuer à améliorer l'école. Parce que l'école, ce n'est pas l'affaire des fonctionnaires, ou bien des élus scolaires. C'est aussi l'affaire de la population, parce que l'école québécoise, c'est un bien commun. Henri, on va prendre une pause et l'on revient pour la suite de l'émission. Pas de problème. Le moral à zéro, le froid qui veut ta peau, mais tu lui dis non.
le soleil se lèvera au bout de l'horizon. Quand tu te sens perdu à ne plus savoir où aller, quelqu'un te répond. Et quand tu crois que tu n'as plus de raison d'espérer, quelqu'un te répond. On finit par trouver une raison d'exister, par trouver la maison où l'on voudrait rester, sa place dans le monde car on s'accostait. Même si la route est longue, on va pas s'arrêter. Quand tu perds le contrôle, le poids sur tes épaules force à l'abandon. Mais quelque chose en toi, un mystère, une voix, résiste à sa façon. Quand tout au fond de toi tu sens tes repères s'écrouler, quelqu'un te répond. Quand du creux de tes bras tu vois ton amour s'envoler, quelqu'un te répond. On finit par trouver une raison d'exister, par trouver la maison où l'on voudrait rester, sa place dans le monde car on s'accostait. Même si la route est longue, on va pas s'arrêter. De retour, chers amis auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous suivez l'émission Vivement en français. Nous sommes à notre 9e édition. Nous parlons aujourd'hui de persévérance scolaire. Bien avant de continuer avec notre entrevue, laissez-moi vous partager l'expression du jour, c'est faire œuvre qui vaille. L'expression, c'est faire œuvre qui vaille. Cela signifie faire des choses qui vont bien, utiles, prendre de bonnes initiatives ou faire des activités qui marchent, qui sont utiles ou importantes. On peut dire une personne fait œuvre qui vaille. Et par opposition, nous avons ne fait rien qui vaille. C'est l'expression ne fait rien qui vaille signifie ne faire rien de bon ou pour une personne oisive ou indifférente. On peut dire il ne fait rien qui vaille ou tout ce qu'il fait ne marche pas bien. Et la notion du jour, c'est la nuance entre dentition et denture. Assez souvent, on confond ces deux mots. Alors, la dentition, c'est la formation et apparition des dents. On parle de dentition pour les enfants dont les dents poussent ou aussi la croissance ou l'éruption des dents. Alors, la denture, c'est l'ensemble des dents bien alignées ou mal alignées. Pour quelqu'un qui a des dents blanches, par exemple, et des dents bien alignées, on dit qu'il a une belle denture. Alors, c'est là la différence entre dentition et denture. Dentition, formation et apparition des dents, alors que denture, c'est l'ensemble des dents qu'on a dans la bouche. Henri Robert Durandis, revenons à la question du jour. La persévérance scolaire, Henri, c'est quoi? La persévérance scolaire, au sens strict, c'est la poursuite des études jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Mais il y a beaucoup de choses d'un diplôme ou d'une qualification, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas seulement le cheminement régulier, mais il y a aussi la formation professionnelle, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger parce que les familles immigrantes, la plupart du temps, portent à croire que leurs enfants doivent se rendre à l'université et pour avoir un titre, d'après eux, valorisant, voilà. Mais je crois que tous les choix professionnels doivent être valorisés dans nos communautés parce que oui, on peut gagner notre vie dès qu'on a vraiment une qualification ou bien un diplôme. Oui, ça peut nous permettre de gagner notre vie. Pour revenir à la définition, moi je crois que pour soutenir la persévérance, il faut que les études aussi soient suffisamment valorisées pour les jeunes et par les jeunes. Par exemple, pour amener les jeunes à valoriser les études, il faut
que ce jeune-là, par exemple, ces jeunes-là, évoluent dans un milieu qui valorise l'éducation, qui valorise l'école. Au lieu de dévaloriser l'école, parce qu'il y a beaucoup de familles là où les enfants ou bien les jeunes confrontent des difficultés, ils se mettent à dévaloriser l'école, à éviter totalement. Et j'ai bien dit aussi, pour les jeunes, il va falloir qu'on arrive vraiment à permettre aux jeunes d'être motivés, d'être intéressés. Et qui doit motiver les élèves? Dès qu'on parle de motivation, on doit parler de sources de motivation. Quelles sont les sources de motivation? Les sources de motivation, par exemple, je viens de nommer une, ok? La famille doit valoriser l'école. L'école, c'est important. Il faut passer par l'école, ok? Pour avoir l'opportunité d'être formé convenablement, pour pouvoir être utile à la société et à soi-même d'abord. Si on a une famille peu scolarisée, c'est à qui vient le relais maintenant de motiver l'élève? Même les parents peu scolarisés, analphabètes, il y en a beaucoup qui valorisent l'école. Okay? Il y a beaucoup de ces parents-là. L'exemple est clair chez nous en Haïti. Ah oui, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, mais qui valorisent l'école et qui encouragent leurs enfants à continuer. Alors, dans ce sens-là, on n'a pas besoin d'être lettré ou bien d'être diplômé, etc., pour croire en ce projet-là, en cette institution-là. Parce que c'est une institution vraiment fondamentale pour l'avenir de la société en général. Et parlant de l'avenir de la société, on inclut aussi les gens, les citoyens comme toi et moi. S'il est aussi important de parler de persévérance scolaire, c'est qu'il y a quelque part le décrochage scolaire. Et c'est alarmant, ici, très alarmant, ici en particulier pour notre communauté. On sait que le taux est beaucoup plus élevé par rapport aux autres communautés, c'est-à-dire le taux de décrochage scolaire. C'est bien qu'il y a beaucoup d'organismes comme CHES, comme Cousins-Cousines, et autres maisons d'Haïti qui embarquent là-dedans pour essayer d'aider les jeunes de notre communauté à raccrocher, bien entendu. Absolument. Et pour arriver à atteindre au moins le niveau secondaire 5. Et ça, on sait que ce n'est pas du tout facile. Ça ne porte pas bonne image. On ne fait pas Ève qui vaille en ce qui a trait à cela. Mais Henri, comment vraiment arriver à aider nos jeunes à se raccrocher? D'abord et avant tout, la communauté doit s'engager avec l'école pour nos jeunes. C'est-à-dire, on doit être présent. Si on laisse jouer le match et non, on se considère comme des spectateurs, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas vraiment changer le cours des choses. Mais on doit s'impliquer. Et c'est pour ça aussi qu'on interpelle toujours les parents pour leur dire, il faut vous impliquer. Il faut, d'abord et avant tout, il faut vous impliquer dans le cheminement scolaire de leurs enfants, de vos enfants, dis-je, et il faut aussi participer avec l'école pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on offre à mon enfant, qu'est-ce qu'on offre qui serait mieux pour mon enfant. C'est quoi, comment ça fonctionne ma commission scolaire? Quel choix que j'ai, par exemple? Comment orienter, comment influencer, non pas exiger ou bien imposer à mon enfant un choix, mais comment travailler avec mon enfant, pour vraiment que je sois un accompagnateur, un guide. Et si, par exemple, il me manque des compétences, des informations, qu'est-ce que je peux faire pour trouver ces informations, ces ressources-là, comme on vient de nommer par exemple plusieurs, et à quel niveau que ces ressources-là peuvent intervenir dans le cheminement scolaire de mon enfant pour pouvoir l'aider convenablement. Alors, nous avons une responsabilité. Avant de passer, par exemple, à la pause, j'ai bien dit, l'école, c'est un bien commun. Alors, on ne peut pas délaisser l'école tout en
tout en se donnant bonne conscience, en disant j'ai acheté des vêtements, je lui donne à manger, alors mon enfant doit aller à l'école et l'école doit se débrouiller avec. Non, c'est pas ça le projet. Le projet québécois, oui, nous convoque à contribuer à ce projet-là. Okay? Nous avons une responsabilité face à l'école. Oui, il y a des instances, il y a des cadres, il y a des élus, il y a des profs, mais aussi la communauté, doit réclamer, doit occuper sa place au sein de l'école, parce que l'école appartient non pas à la commission scolaire, mais l'école appartient à nous tous et à nous toutes. Alors l'école est à la société, ce que la société est à l'école. Voilà. Et l'école, en général, est à l'image de la société. Oui, tout à fait. Si on a une société amorphe, c'est sûr et certain que l'école va tourner en rond. Mais si on est là, non pas pour critiquer négativement, mais pour apporter une lecture critique qui permet à l'école d'avancer et de s'améliorer, c'est sûr et certain que oui, on va avoir des jeunes qui vont réussir plus facilement, parce que l'école, les enseignants, par exemple, un enseignant n'a pas les recettes. Un enseignant a appris comment faire, comment appliquer des approches, pour faciliter l'apprentissage. Mais l'enseignant ne peut pas tout faire. L'enseignant ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept qu'on a développé. L'école, famille, communauté. Oui, ça, le projet de l'école convoque ces trois parties-là pour assurer la réussite scolaire ou bien la réussite éducative. Alors, Henri, puisqu'on parle en même temps de décrochage scolaire, on sait que le taux du décrochage scolaire est plus élevé chez les garçons que chez les filles dans la société en général, je veux dire au Québec. Et comment peut-on pallier ce problème, Henri? D'abord et avant tout, il y a des spécialistes qui avancent l'idée d'embaucher plus de profs masculins. Il faudrait aussi, pas d'embaucher, masculins. Il faudrait aussi accueillir plus d'étudiants masculins dans les universités. Voilà. Parce que c'est là où est le premier pas. C'est-à-dire, si on accueille moins d'hommes en éducation, dans les facultés d'éducation, c'est sûr et certain qu'on aura moins de profs masculins. Alors, dans ce sens-là, oui, je pense que oui, tu as bien dit, il faut commencer là, quand on vraiment accepte les gens qui font des demandes pour venir étudier en éducation. Moi, je pense que oui, il faut vraiment accepter plus d'hommes. Ou un quota 50-50? Bon, je n'ose pas dire un quota 50-50, mais par contre aussi, il faut les intéresser à ce métier-là. Parce que être enseignant, c'est pas aussi facile. C'est sûr et certain, on te donne une classe, un groupe d'enfants, un groupe de jeunes. Tu es là pour certaines personnes qui n'ont aucune idée vraiment de ce qu'est une classe, vraiment. Ces gens-là peuvent dire, mais c'est facile, le prof peut faire n'importe quoi. Non, c'est pas vrai du tout. Au contraire, il y a beaucoup de défis. D'abord et avant tout, on peut se retrouver dans une classe multiethnique, là où il y a beaucoup de difficultés, etc. Le prof devient tout un stratège. Il doit trouver des moyens adaptés à chacun de ces enfants-là pour faciliter l'apprentissage et la réussite de chacun de ces enfants-là. Alors, dans ce sens-là, oui, l'école aussi, pour faciliter la réussite des garçons, moi, je crois que l'école doit être adaptée à son milieu. Parce que les garçons qui vivent dans les milieux défavorisés, je pense qu'ils ont d'autres besoins que les garçons qui vivent, par exemple, dans des milieux favorisés, dans des milieux riches. Alors, dans ce sens-là, l'école doit être adaptée à son milieu pour vraiment donner espoir
à ces enfants-là, à ces jeunes qui vivent dans les milieux défavorisés, en leur disant « Oui, vous pouvez, et nous sommes là pour vous, la communauté est là pour vous, nous allons vous accompagner, et vous allez réussir. » Alors, Henri, je pense que le problème est plus que ça. Donc, non seulement il y a un manque d'enseignants masculins, si on peut dire, ou bien manque d'enseignants dans les écoles primaires, secondaires. Et aujourd'hui, même à l'université, il y a davantage d'enseignantes à l'université que d'enseignants, voire le niveau collégial. Et puis, l'autre chose, quand on va dans les administrations, que ce soit publiques ou privées, ou publiques québécoises, bien sûr, il y a davantage de femmes dans les postes les postes d'importance, même si ce sont des Québécoises. Je pense que la question est là. C'est-à-dire, il y a un manque de modèle de réussite pour les jeunes garçons ou bien pour les écoliers qui fait que ça ne suscite ou bien ça ne suscite pas d'efforts ou bien de sacrifices chez eux pour tout au moins réussir à l'école ou même dans leur vie personnelle. Ouais, mais d'après moi, parlant de modèle, il y a un manque. Il ne s'agit pas de la présence du sexe masculin ou bien du sexe féminin. Mais les gens doivent être ambassadeurs d'un discours d'espoir, d'un discours qui amène les gens à croire en l'école. Parce que sinon, on peut avoir tant de par exemple, personnes issues de minorités visibles au sein de l'école, mais est-ce que ces gens-là tiennent un discours, prennent des actions, avancent des idées qui favorisent la réussite des jeunes? C'est ce qu'on doit regarder aussi. Il ne suffit pas de placer des gens, des femmes ou bien des hommes, mais aussi il doit avoir... motivateurs. Oui, tout à fait. Ambassadeurs, motivateurs. Les gens doivent être convaincus. Parce que si on n'est pas convaincu, je pense qu'on va à l'encontre des objectifs de l'école. Henri, j'ai une prof, je ne vais pas citer son nom, et elle a 2 bacs, une maîtrise, etc. Elle enseigne au collégial et il se trouve qu'elle a 2 garçons, un qui arrive au secondaire 4, l'autre qui a uniquement son secondaire 5 et qui disent à leur mère, on ne voit pas pourquoi continuer à l'université parce que après toutes vos études, vous ne gagnez pas grand-chose. Et puis il y a un qui travaille à la SAQ qui gagne $43,000 qui dit, maman, toi tu gagnes 63 000 et moi avec mon secondaire 5, je gagne 43 000 et donc je ne vois pas quelle est la différence après 2 bacs ou une maîtrise. En plus, toute la journée, tu as la tête dans les livres, etc. Tu n'as même pas tes fins de semaine pour toi, etc. Tu prépares ou tu corriges et j'en passe. Est-ce que aussi cette réalité-là n'est pas un obstacle même à la motivation? Parce qu'on peut dire que l'ensemble de la société n'encourage pas vraiment l'école. Je viens de parler de discours. On a passé des dizaines d'années où on s'est amusé à présenter l'école comme le lieu qui prépare les gens pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail. Non, l'école ne peut pas être au service du marché du travail. Seulement, j'ai bien dit. Parce que oui, il faut avoir des qualifications pour entrer sur le marché du travail et même pour être entrepreneur aussi. Oui, tout à fait. Mais par contre, on va à l'école d'abord et avant tout pour qu'on soit prêt à jouer notre rôle de citoyen responsable au sein de notre société. C'est-à-dire contribuer, avoir les outils nécessaires pour contribuer à l'avancement de cette société-là. Et qui dit société, ça nous inclut aussi. Tout à fait. Alors, on est une entité de la société. Tout à fait. On ne peut pas mettre l'école au service seulement du marché du travail. Alors, je comprends bien ce jeune-là qui demande à sa mère, mais pourquoi aller à l'école? Toi, tu as plein de diplômes, voilà, ils sont là, mais tu es au chômage. OK? C'est parce qu'on doit défaire cette perception négative de l'école pour vraiment refaire aussi cette perception et amener les jeunes, la société à croire en l'école et à aussi envoyer un message aux entrepreneurs, au marché du travail,
en leur disant, oui, nous sommes là, oui, pour préparer la main-d'œuvre qualifiée, mais nous ne sommes pas là seulement pour ça. Et dans ce sens, ok, l'école peut demander aussi à ce que les entrepreneurs, les grandes entreprises contribuent encore plus financièrement au développement de l'école. Parce que nous voulons avoir dans notre société des citoyens responsables. Ce qui est difficile, Henri, parce qu'on sait que plus le jeune est, moins le jeune est formé, moins il coûte cher. Il coûte moins cher en général, comme le salaire, il peut accepter $12 ou $11 de l'heure. Mais plus il est formé, plus il est exigeant. Oui, je pense que ça fait l'affaire des entreprises. À moins qu'on cherche des cadres, mais si ce n'est pas le cas, ça fait l'affaire des entreprises. Ça fait l'affaire des entreprises. L'école ne doit pas être au service des entreprises. L'école doit être un partenaire des entreprises. Okay? Alors, dans ce sens-là, il y a une négociation à faire et les entreprises doivent tenir compte de la mission de l'école. Pourquoi qu'on est là? Parce que sinon, à un moment donné, les jeunes ne voudront plus aller à l'école parce que, d'après eux, les diplômes ne servent à rien. Pas à grand-chose, en tout cas. Bon, nous allons observer une autre pause. Voilà. Alors, de retour, chers amis auditeurs, vous êtes sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et vous écoutez l'émission Vivement Français. C'est l'entrevue qui continue avec Henri Robert Durandis. Nous parlons de persévérance scolaire. Henri, puisque nous sommes à Vivement Français, nous aimons parler du français et c'est très important pour nous car, comme je le dis toujours à ce micro, c'est un choix de la société québécoise, un choix identitaire, un choix politique et identitaire et culturel aussi de parler français au milieu du Canada et des États-Unis. Alors Henri, comment améliorer la qualité du français chez nos jeunes, car tout s'accorde pour dire que la qualité est piètre? D'abord et avant tout, les gens doivent apprendre à vivre en français. Notre quotidien doit être animé par cette langue-là. C'est un choix politique, culturel, c'est un choix fondamental de la société québécoise. Alors, moi, j'invite les gens à apprendre à vivre en français le plus que possible. Et l'un des outils qu'on doit utiliser vraiment pour s'auto-former, on pourrait dire, c'est le livre. Le livre doit se trouver au centre de notre quotidien. Moi, à chaque jour,
j'ai une exigence personnelle, je dois lire au moins une page, okay, que ce soit d'un journal, d'un livre, etc. Mais il faut vraiment entretenir une relation de complicité avec le livre, et ça va nous permettre vraiment de découvrir d'acquérir, de nouvelles connaissances, de renforcer ce qu'on a déjà, etc. C'est tout un univers qui peut vraiment nous permettre d'apprendre, et aussi d'arriver à vivre en français, parce que si on se base seulement sur les cours de français qu'on donne à l'école, etc. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et parfois aussi, il faut éviter certaines ressources, comme par exemple, parfois on écoute des émissions de radio, de télévision, là où les gens nous induisent plus en erreur que toute autre chose. Et moi, je crois que oui, le livre devient l'élément essentiel, l'outil essentiel par excellence pour vraiment apprendre à vivre en français. Merci Henri de ta participation à l'émission. Merci, c'est une belle contribution. Nous espérons que les auditeurs et les auditrices étaient tous oui. Un dernier mot en 10 secondes, Henri. Oui, l'école pour moi c'est vraiment important. L'école c'est un élément fondamental du projet québécois. Alors moi j'invite les gens, oui, à s'approprier de l'école comme projet, comme bien commun. Et voilà, c'est ça mon message. Alors, merci Henri. Chers auditeurs, j'aimerais vous dire qu'à partir du 26 juin, nous allons recevoir les jeunes à cette émission, les jeunes du primaire, du secondaire et collégial. Ils vont nous parler de leur expérience scolaire, de leur passion dans la vie, leur perspective. Et si vous aimeriez que vos jeunes participent à cette émission, appelez-nous au 438-878-3220. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous disons déjà une bonne fin d'après-midi et à la semaine prochaine pour une autre émission Vivement en français. Au micro pour vous servir, Wadner Isidore. Bye bye.